Je viens d'acheter le livre suivant et je peux pas m'empêcher de vous le partager tout de suite. Il en va du sens de la pratique collective et commune pour ou contre les conservatoires, autrement dit, pour ou contre l'art, en l'occurrence, pour ou contre la musique. Et oh, ça veut dire que la musique, on pourrait l'apprendre qu'au conservatoire ? À ce stade, je ne sais pas du tout si ça va être complaisant ou si ça va être super engagé. C'est très intéressant justement, c'est pour ça que j'ai envie de vous le montrer au fur et à mesure un peu ce qui se passe. Alors le petit biais quand même possible, c'est que Raphaël Imbert, de ce qu'on va comprendre dans les premières pages, il est directeur de conservatoire. Donc est-ce qu'il est directeur en mode critique ou est-ce qu'il veut défendre ce système? On va le découvrir. Premières impressions en lisant les premières pages, il y a un vocabulaire un petit peu empoulé quand même. Donc il semble que ça critique l'élitisme, mais que ça pratique quand même aussi un petit peu de snobisme dans l'écriture. Bon, alors ici, il reconnaît qu'il y a une crise profonde de l'enseignement en France. Mais ici, il est déjà en train de dire que ce serait peut-être la faute quand même aux Français qui ont des problèmes avec les institutions, qui ne veulent pas respecter les institutions. Alors, en fait, c'est peut-être pas si critique que ça comme bouquin. Donc il parle de la relation conflictuelle que les Françaises et les Français ont tendance à entretenir avec l'institution en général et le monde de l'enseignement en particulier. Et il précise que c'est quand même paradoxal que les classes ne désemplissent pas. Alors, je voudrais quand même préciser un truc, les cocos. Si les inscriptions ne désemplissent pas, ça peut être parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore au courant de ce qu'ont vont vivre leurs enfants s'ils inscrivent au conservatoire. Il y a des gens qui se disent « Waouh, c'est génial, on a accès à un enseignement, pourquoi pas ?» Et puis deuxièmement, si les classes des conservatoires désemplissent, justement. Donc là, on nous dit, regardons derrière ces reproches qui sont les coupables supposés de ce divorce entre les conservateurs et leurs usagers. En vrac, la théorie, le concept, le solfège, les examens, les exercices, les gammes, le rapport prof-élève, la culture savante et bourgeoise. Eh ben oui, moi je pense que tout ça c'est un vrai problème. Alors la question c'est est-ce qu'il le dit pour le développer ou est-ce qu'il le dit pour le démentir? On va voir ça. Donc là, il relève le fait que la musique c'est un peu perdu et que dans les cérémonies, les mariages, les enterrements, on a souvent de la musique enregistrée et pas de la musique jouée. On va voir quelle interprétation il en fait. Alors, un truc qui me gêne, c'est qu'il a l'air de dire quand même que c'est beaucoup la marchandisation de la musique qui expliquerait ça. Et là, je trouve qu'il y a ce côté, finalement, la vraie musique, ce serait peut-être que la musique classique et que tout le reste, ce serait de la musique de marchandise. Il commence quand même à reconnaître que les conservatoires sont peut-être en tort. Donc là aussi, je suis vraiment curieuse de savoir sur quoi il va déboucher. Et donc là, il nous dit, nous avons besoin plus que jamais des conservatoires, des écoles de musique, de danse, de théâtre, d'art, pour reconquérir la place que la pratique artistique, doit assumer dans notre société en tant que ferment social, politique et esthétique majeur. Le beau est aussi une question citoyenne. Alors, un truc qu'on peut reconnaître, par contre, à la France et au conservatoire français, c'est le coût très bas des études musicales qui est de toute façon bas et qui en plus est adapté aux revenus des gens et qui, pour le coup, financièrement, rend la musique accessible. Alors là, il est question de démocratiser l'excellence artistique. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce mot excellence. On va voir ce que l'auteur en fait par la suite. Alors, démocratiser l'excellence, est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que justement ce serait possible si on entretient à ce point-là le mythe du don? Je pense pas que ce soit trop la vision des conservateurs de démocratiser. Franchement, moi, vu tout ce que j'ai observé... Alors, on est dans un livre qui a un format très court, c'est à la vocation de la collection, mais moi, ce qui me manque, c'est que c'est pas hyper documenté. Donc, est-ce que l'auteur est en train d'aller piquer les petits arguments qui l'arrangent ou est-ce que c'est quand même un peu objectif? Moi, j'ai un petit peu peur qu'il y ait une tendance à récupérer ce qui est pratique pour pouvoir redéfendre les conservatoires. Je vois pas de statistiques, je vois pas de chiffres sur le nombre de gens qui arrêtent la musique et qui sont dégoûtés. Alors, il en parle un petit peu, mais on va voir. En fait, il nous fait une espèce de pseudo-historique de bribes décousues, mais justement qui sont pas très objectives. En fait, on dirait vraiment que tout est tout de suite mis en perspective pour nous faire admettre que non, les conservateurs, c'est pas du tout élitiste. Et par rapport à plein d'autres choses que j'ai lues, c'est un peu contradictoire. Donc si vraiment, à ce point-là, les conservateurs sont pas élitistes, on devrait avoir des données plus factuelles pour le prouver, en fait.
Moi, la crainte que j'ai à ce stade, c'est que finalement, il y ait une espèce de discours dans l'entre-deux qui nous interdise de critiquer le conservatoire pour dire mais non, c'est pas élitiste. J'ai un souvenir aussi, quand j'étais ado, le directeur du conservatoire où j'étais à l'époque disait ah mais on accuse les conservatoires d'être de vieilles institutions poussiéreuses, elles ne le sont pas du tout. Donc ça fait partie du discours des directions de conservatoire depuis au moins 20 ans, parce que ça c'était il y a 20 ans. En tout cas, voilà, selon l'auteur, les conservatoires auraient été créés depuis le début pour démocratiser. Alors là aussi, à ce stade, ce qui est intéressant, c'est que si c'est vrai que ça avait été créé pour démocratiser, il faut vraiment constater le problème actuel, mais vraiment en tant que vrai problème. Parce que si ça a été créé pour démocratiser, l'objectif, il n'est pas atteint du tout. Moi, je soupçonne plutôt comme le contraire, c'est-à-dire qu'on a fait un système pyramidal qui est fait pour trier et pour produire une élite. Je vais me redocumenter sur le plan Landowski. Est-ce que ce plan, il a été fait quand même surtout pour les orchestres, ou est-ce qu'il a concerné aussi les conservatoires? Il y a eu une volonté de faire une structure pyramidale à un moment donné en France. Ah bah c'est drôle, il en parle juste après, dans ces 2 pages-là. Et c'est un petit peu incomplet aussi. On fait comme s'il s'agissait de définir le rayonnement de chaque structure. Il va falloir aller creuser cette histoire de plan Landowski parce que je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Sur la page 28, il reconnaît que tous ces systèmes de conservatoire, ça promet une culture dominante qui serait celle de la musique classique et qui ne s'intéresse pas aux autres musiques. Donc il y aurait donc une hiérarchie de musique qui serait plus haute que d'autres. Ça, il le critique, donc ça, je suis vraiment d'accord avec. Alors là, c'est très intéressant parce que donc, lui, ce qu'il va conclure à propos du réseau des conservatoires en France, issu notamment de ce plan Landowski, il dit plus que tout le réseau des conservatoires et écoles d'art en France, somme toute assez unique au monde, et sans aucun doute la plus grande réussite d'une politique de démocratisation et de décentralisation culturelle au plus près des citoyennes et citoyens. Ok, mais il y a un mot que j'ai pas encore lu une seule fois, faudra que je vérifie, mais alors peut-être une, mais pas 2 en tout cas, et pas 3, c'est le mot élève, le mot enfant. On parle toujours des trucs du haut, on parle pas des gens en fait. On parle pas fondamentalement d'eux, et donc comment ça se fait en fait? Oui, et puis là il y a plusieurs pages en fait où il raconte son parcours, et donc lui il dit que pour lui le conservatoire c'était génial, et moi ce qui me gêne c'est que c'est une démonstration que du coup le conservatoire c'est génial, sauf que un parcours, un vécu n'a pas valeur de statistique en fait. À ce moment-là, moi aussi je peux parler de mon parcours qui au même âge, ça se passait pas bien du tout parce que la restitution elle fonctionnait pas, elle était maltraitante pour les élèves. C'est pour ça qu'il nous faut des statistiques. Il faut pouvoir mettre dans la balance pour qui ça s'est bien passé, moyennement bien passé, mal passé. On a besoin de ça, en fait. D'ailleurs, ça m'évoque quelque chose, c'est que justement les musiciens ont tendance à s'identifier à leur propre parcours avec nostalgie. Ils repensent à l'admiration qu'ils ont eue pour les profs. Et le problème, c'est que du coup, c'est un peu la démonstration que du coup ce système il est merveilleux et que c'est ça qu'il faut reproduire. Et ça, on en reparlera plus tard. C'est pas parce qu'un parcours a été génial pour soi qu'il faut le reproduire pour les autres. Moi, j'ai eu plein de profs super, j'ai adoré la personne avec qui j'ai étudié le violoncelle dans mes études supérieures. Et en fait, le danger aurait été que je veuille refaire exactement la même chose. Et d'ailleurs, au début, j'avais cet idéal-là. Et heureusement, voilà, j'ai fini par réaliser que non, en fait, c'était pas parce que pour moi, dans mon contexte particulier, ça avait été génial qu'il fallait le refaire, j'en reparlerai. Donc l'auteur du livre, c'est intéressant, voilà ce qu'il nous dit. Alors oui, le conservatoire conserve un savoir, il est le garant d'un patrimoine musical et culturel classique qui se considère souvent comme une finalité unique et un sommet, mais il ne m'a jamais empêché d'être qui je suis, il m'a même permis de l'être d'autant mieux, en toute liberté, en me faisant découvrir les liens qui dépassent les frontières, etc. Donc là aussi, est-ce que vraiment ce récit individuel, il permet d'en tirer des conclusions, en fait? Je pense vraiment pas. Moi, toute la réflexion que j'ai sur les conservatoires, elle ne vient pas de mon parcours à moi, elle me vient de toutes les discussions que j'ai eues avec énormément de gens, et de certaines lectures, et de certaines analyses plus larges, et des demandes que les gens m'ont fait, et des retours que les gens m'ont fait. Je suis un peu déçue du livre pour le moment, et j'en ai lu plus de la moitié, c'est un petit livre très court. Je suis vraiment surprise qu'on n'ait pas un contenu un petit peu plus sérieux, quoi, tout simplement. Surtout que ce sujet, il est rarement traité, donc ce serait bien qu'il y ait des gens qui en parlent comme il faut.
Bon, bah, je vais reprendre la suite de la lecture, on va voir ce que ça donne. Donc là, l'auteur, en gros, il nous dit que il ne s'agit pas de nier le vécu des personnes qui ont été traumatisées au conservatoire. Donc on va voir maintenant quelle place il donne à ça. Et il commence à nous parler du solfège. Donc il précise que le solfège est le premier nommé lors des discussions et des débats autour de la table familiale ou lors de réunions d'anciens élèves. L'ennui, la peur, la théorie sans pratique, l'exercice, la dictée, tout un florilège de vocables et de souvenirs pesants qui nourrissent la suspicion envers un enseignement jugé hors sol et si peu ludique. Bon, ça mérite de vous lire tout le passage en fait. Donc il continue en disant « Souvent, on vient me chercher pour abonder dans l'accusation. Vous le savez, vous qui êtes autodidacte, que ça ne sert à rien le solfège. Quelle n'est pas la surprise de mes interlocuteurs lorsque je réponds que le solfège est sans aucun doute la force de l'apprentissage de la musique dans les conservatoires. Tout d'abord, ça fait bien longtemps que ça ne s'appelle plus solfège, mais formation musicale. Certes, un changement d'appellation n'est pas forcément synonyme d'amélioration, nous avons beaucoup d'exemples du contraire. Le solfège ou la formation musicale, peu importe, constitue l'entrée en matière d'une réelle compréhension de ce qu'est la musique, en tant qu'élément constitutif d'une culture, d'une civilisation, d'une identité populaire. Alors là, on retrouve vraiment plein d'arguments avec lesquels je ne suis pas d'accord, parce que bien sûr qu'il faut comprendre la notation musicale, mais en quoi est-ce qu'il y a besoin d'un cours de solfège pour ça ? Moi, j'explique tous mes jours à mes élèves des notions de solfège à l'intérieur du cours de violoncelle et c'est beaucoup plus efficace. Et je rappelle qu'en Allemagne, le niveau est bien plus haut qu'en France notamment et qu'il n'y a pas de solfège sur toute la partie non professionnelle. Et si on lit la suite, c'est encore plus édifiant. Alors, l'auteur nous dit « Je ne sais peut-être pas bien lire la musique, je ne sais peut-être pas très bien lire la musique, pardon. Ce que j'ai à de nombreuses reprises eu à regretter, mais les éléments que j'ai pu en apprendre au conservatoire pour distinguer par exemple la tonalité de la modalité ou le rythme de la pulsation m'ont ouvert le champ de la compréhension de mon art et de ma pratique. » Mais là aussi, ces notions-là, on les explique sans problème en cours d'instrument. Mes élèves de violoncelle, ils font tout à fait la différence entre rythme et pulsation, entre tonalité et modalité. C'est quoi le problème ? Je trouve assez fou. Pour moi, c'est un argumentaire qui tient pas la route en fait. Et qui élude soigneusement la question de est-ce qu'on peut apprendre toutes ces notions-là avec son prof d'instrument ? Et la réponse est oui, et il y a plein de pays où ça se fait. Donc on retrouve un discours hyper franco-français où on serait des illettrés si on ne faisait pas de cours de solfège. Sauf que, en fait, alors pour l'instant, les pays que je peux citer, c'est Danemark, Australie, Allemagne, ce sont des pays où il n'y a pas de cours de solfège et où eux comprennent pas ce qu'on pourrait avoir à faire en plus dans un cours théorique, sachant que tout a été très bien enseigné à l'instrument. Alors là, il parle du fait de découvrir et de bien comprendre ce que c'est qu'une gamme et que pour lui c'est hyper intéressant. Je suis complètement d'accord, mais lui il précise que donc c'est une découverte que la formation musicale permet et facilite. En quoi est-ce que le cours instrumental ne le permet pas ? Et moi, je suis pas sûre que le cours de solfège le facilite tant que ça. Enfin, j'en reparlais encore hier avec une amie. On n'avait rien compris aux tonalités en cours de solfège. Donc, moi, je trouve que c'est une réflexion qui manque vraiment de sérieux, en fait. Donc voilà, ensuite, il se réfère aux autodidactes qui peuvent apprendre de façon empirique, mais qui vont méconnaître les aspects théoriques. Il faudrait qu'il fasse un petit séjour en Allemagne, vraiment. Ou dans ma classe de violoncelle, sérieusement. En fait, à ce stade, ce qui me dérange, c'est que pour moi, on sent qu'au lieu de faire une vraie réflexion ouverte et de s'intéresser aux autres systèmes et aux autres cultures pour répondre à cette question pour ou contre les conservatoires, moi je sens qu'au contraire, la réflexion, elle est complètement biaisée et que finalement, l'auteur a envie de nous dire que les conservatoires et le solfège, c'est bien, et que donc il va chercher les arguments qui convergent vers ce qui l'arrange, parce que sinon franchement il y a un travail bien plus sérieux à faire que ça, tout simplement. Ensuite là en gros il est en train de nous dire que le solfège c'est le bouc émissaire de la formation musicale et que voilà on l'utiliserait pour démonter l'apprentissage musical. Ensuite, il nous dit « Je suis convaincue qu'au contraire, les conservatoires réussiront leur métamorphose en phase avec le monde contemporain grâce à cette cohorte de professeurs de formation musicale attentifs aux évolutions pédagogiques actuelles et à l'inventivité des élèves qui démontrent chaque jour leur appétit d'apprendre, de jouer, de créer. » En même temps, je vois pas ce qu'il y a de concret dans ce qui est dit là, parce que justement, non, en fait, l'enseignement du solfège, il évolue pas fondamentalement, même si ça s'appelle formation musicale, et non, la créativité des enfants, elle n'est pas spécialement valorisée là-dedans, donc c'est gratuit de dire ça correspond pas à la réalité de tous les témoignages que je reçois personnellement.
Alors ensuite là, il dit quelque chose avec lequel je suis d'accord. Il dit que c'est très français d'être dans la théorie avant d'être dans la pratique. Oui, alors peut-être que lui, il veut nous défendre un solfège qu'il faudrait vraiment transformer, on va voir. Dans ce cas, je serais très enthousiaste. Mais voilà, il nous dit que justement, il y a une méthodologie qui pose problème en France. Et il précise, le plus souvent, on accède à la musique par le biais de la théorie du concept, même dans les classes dites d'éveil musical, et non pas par l'instrument et la pratique. Aucun autre pays que la France n'a aussi systématiquement établi une chronologie aussi théorique dans l'apprentissage initial de la musique, et pas seulement de la musique. Alors, totalement d'accord. Je suis très curieuse du coup de voir ce qu'il va dire après ça. Alors là, il nous parle de son expérience aux États-Unis, ce qui est intéressant, et il nous dit que justement, il y a plus de pratiques populaires, d'initiatives, un système un peu différent, où la créativité est plus mise en avant, et où ça n'empêche pas une connaissance théorique ultérieure. Donc super, on va voir s'il nous parle aussi d'un pays comme l'Allemagne, qui est tout près de chez nous, et où il n'y a pas de solfège du tout, et en même temps où il y a un côté quand même avec des conservatoires. Alors, ensuite, voilà ce qu'il nous dit. Le constat est donc là et nous ramène à notre point initial, celui d'une intention centraliste et normative qui a forgé l'état d'esprit de la transmission musicale française en établissant cette hiérarchie esthétique, géographique, sociale et culturelle au détriment de toutes les autres formes. La formation musicale n'est pas plus la cause d'un rapport tendu à l'apprentissage, donc ce qu'il entend par formation musicale, c'est le nom du cours de solfège qui s'appelle comme ça. Moi je vais le remplacer pour qu'on comprenne bien. Le solfège n'est pas plus la cause d'un rapport tendu à l'apprentissage académique dans les conservatoires que ceux-ci ne sont la cause unique de la disparition de beaucoup de traditions et pratiques populaires. Donc là, il se réfère il se réfère aux États-Unis, je pense. C'est pas très clair. Mais elles et eux sont des outils potentiellement utiles à ce formatage qui ont pu contribuer à ce nivellement même d'excellence. Il est temps d'utiliser ces outils et ceux qui les font remarquablement fonctionner pour renverser la tendance. Pour apprendre à jouer, il faut jouer à apprendre. C'est un directeur de conservatoire qui ne sait pas lire la musique qui le dit. C'est pas très clair cette histoire. On a comme l'impression qu'on défend le solfège comme si c'était en train d'énormément évoluer. C'est pas le cas, je suis désolée, c'est pas le cas. Statistiquement, c'est pas le cas. Alors peut-être pour deux profs de solfège qui sont quand même en train de faire quelque chose de plus intéressant, il y en a 15 qui continuent à faire quelque chose de super académique, quoi. Et puis moi, j'ajoute une chose à ce stade. Si votre cours de solfège il est si génial que ça, il n'a pas besoin d'être obligatoire. À ce stade du livre, moi là j'attends que d'ici quelques pages, l'auteur à ce moment-là parle de réformer au moins un petit aspect du conservatoire. Ce serait que le solfège soit pas obligatoire. Parce que vraiment, si ça tient la route, si ça a tant changé que ça, si on a un tel potentiel que ça, on va pouvoir motiver facilement les enfants à s'y inscrire. Et je pense en plus que le fait que ce soit pas obligatoire, ça oblige en fait les enseignants à faire quelque chose qui tient la route. Parce que du coup, s'ils font pas ce qu'il faut, s'ils motivent pas leurs élèves, s'ils ne les respectent pas dans leur façon d'apprendre, s'ils leur font pas un contenu un peu plus sympa, les élèves ils se désinscrivent. Et je pense que ça peut être un moteur tout simplement. Donc je suis curieuse de savoir encore vers quoi on va. C'est encore ouvert. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus engagé au service des enfants et des élèves, parce qu'en fait on parle très peu des élèves dans cette histoire. Dans ce livre, mais c'est peut-être encore possible, on va voir. Là où c'est ouvert également, c'est que si ça se trouve, ça peut être un auteur aussi qui est un peu obligé de parler le langage conventionnel pour convaincre des personnes conventionnelles d'évoluer. Ce serait pas impossible non plus, en fait. Donc, est-ce qu'il se fait un peu l'avocat du diable pour mieux argumenter et mieux diverger par la suite et ouvrir sur autre chose? C'est possible. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo un peu longue, mais où je commente au fur et à mesure que je lis le livre, pour vraiment ne pas perdre la découverte que j'ai moi-même, les interrogations que j'ai moi-même à chaque moment, parce que si je vous faisais un résumé après coup, je trouve qu'il serait beaucoup moins intéressant. Alors là, il refait une synthèse de ce qu'il appelle le procès des conservatoires, et puis il remet l'accent sur le fait qu'il y a un accès à la musique en France grâce aux conservatoires, qu'il trouve formidable, qui touche 300 000 élèves. Il précise que ce sont des établissements publics de qualité reconnus en tant que tels par leurs administrateurs, élus et représentants des pouvoirs publics. Ouais. Et est-ce qu'on parle des familles et des élèves? Parce que c'est sûr que les pouvoirs publics qui les créent, ils vont pas en être très critiques, sinon ça aurait déjà changé.
Je vous lis la suite parce que là, on passera à côté de quelque chose. Donc, à propos justement de toutes ces administrations, pouvoirs publics, il précise, et des conservatoires, il précise, ce sont aussi des structures qui continuent de charrier une image lourde de sens, accusée d'élitisme, d'académisme, de conservatisme, de mépris culturel de classe. Mépris culturel de classe, oui, mépris de classe, quoi, bref. Et cette image n'est pas totalement infondée. Ah, là, il le reconnaît. Les conservateurs sont issus d'une pensée politique culturelle qui assume son sens de la hiérarchie et des priorités définissant ce qu'est le beau et ce qui n'est pas pour le peuple et à la place du peuple. Bon, bah, si on critique ça, c'est bien. Avec une certaine efficacité bénéfique puisque les conservatoires réussissent chaque année à faire émerger des générations d'artistes passionnants. Bah donc, c'est quoi le positionnement là? C'est qu'en fait, finalement, cet élitisme, c'est pas si grave. Et puis oui, c'est pas parce que des conservatoires font émerger des générations d'artistes passionnants que ça suffit. C'est-à-dire que si pour 1% ou un millième d'artistes passionnants, on a dégoûté ces fameux 300 000 élèves, si on en a dégoûté l'essentiel de la musique et qu'ils n'ont pas un bon souvenir, la question, elle n'est pas de savoir s'il y a eu quelques survivants dans ce système. Vraiment. Alors, si je lis encore juste après, il dit quand même que c'est aussi problématique puisque de nombreux usagers et citoyens, alors c'est tout en écriture inclusive, ça c'est bien, donc il y a le point médian, moi j'aime bien personnellement, continuent de se sentir légitimement exclus de ce système. Alors, il y a l'exclusion, mais il y a aussi ceux qui ont été inclus dans la structure et qui auront été dégoûtés de la musique. Ça, j'insiste, il faudrait qu'on en parle. Donc là, il nous dit à ce stade de notre réflexion, je ne prétendrai pas proposer un programme pour apporter des solutions toutes faites pour l'avenir. Ce n'est pas l'objet de ce texte qui souhaite simplement offrir au plus grand nombre des éléments de compréhension, d'information, de débat sur un sujet qui concerne en fait tout le monde. Oui, certes, mais non, enfin, je vois pas d'où on pourrait à la fois biaiser l'argumentaire pour dire que comme les conservateurs c'est super et puis pas aller plus loin en fait. C'est un peu tiède comme propos, finalement. Je sais pas s'il fait l'avocat du diable pour quand même démanteler à la fin cette histoire-là, ou si au contraire il y a un petit peu de politiquement correct, oui mais quand même les conservateurs c'est super. Bon là il en revient à son vécu à lui, il parle de ses recherches, de ses tournées, etc. Et puis il en déduit que l'apprentissage repose toujours sur 3 principes immuables, la porosité entre culture populaire et savante, moi j'aime pas du tout le mot savant, je sais pas vous. La pratique collective et l'oralité, donc l'improvisation sous toutes ses formes, de la simple liberté d'interprétation à la spontanéité la plus totale. Oui, enfin, moi je peux vous dire que tout un cursus non pro en conservatoire en France, on nous a fait une fois une semaine de l'improvisation. Non, pardon, après elle avait été instaurée, donc il y avait une semaine banalisée chaque année sur l'improvisation, qui était de l'improvisation en fait très cadrée, en mode absolument contemporain, ou absolument ceci, ou absolument cela. Il n'y a pas une seule fois en cours de violoncelle où on m'a proposé d'improviser. Et à l'inverse, moi je pratique au quotidien l'improvisation avec mes élèves quand ils le souhaitent, en plein cours de violoncelle, et j'ai pas du tout besoin d'un conservatoire pour pouvoir faire de l'improvisation, au contraire. Je trouve que tous ces arguments, ils sont très biaisés en fait, et en fait, je pense que la personne est peut-être de bonne volonté, mais elle reste elle-même enfermée de son contexte à elle, en fait, cette personne. Sans voir plus loin, alors peut-être avec même l'illusion d'avoir une ouverture en voyageant aux États-Unis. Alors oui, c'est peut-être mieux que rien, mais pour moi c'est incomplet. Ah, alors là, il reparle de plein de styles de musique, et là, dans son vécu, il dit qu'effectivement, là, ça lui a manqué au conservatoire, quand même. Il dit le plaisir de jouer pouvait y être parfois suspecté de cacher le manque de travail, le non-respect des maîtres anciens et du texte. Oui, bah oui. Mais je comprends pas pourquoi ça arrive à la fin du livre et pas plutôt au début. Parce que là, on commence à être quand même assez proche de la fin. C'est pas un livre long, hein, il fait... Ben là, on est quasiment à la fin, en fait. Je suis page 46, ça va jusqu'à la page... Ça va jusqu'à la page 49, il reste 3 pages. Donc tout ça pour déduire ça... Mais ça devrait être le point de départ du livre. Ça devrait pas être le petit cheveu sur la soupe qui arrive à la fin, en fait. Je comprends pas. Il poursuit en disant « Nous avons besoin des conservatoires car ce sont les écoles de l'avenir pour répondre à quelques-unes de nos problématiques les plus actuelles. » Ok, donc sans transition. Donc finalement, ok, il a reconnu qu'il y avait eu quelques manques. Et en fait, il en fait rien. Et il est en train de déduire que malgré tout, nous avons besoin des conservatoires. Bon. Ensuite, dans un monde régi de plus en plus par une marchandisation des émotions, apprendre la musique est un moyen de mieux les connaître, les exprimer, les protéger. Pourquoi pas? Ça peut être un peu snob de dire ça quand même.
À une époque où la multitude des sources d'informations nous enferme dans une incommunicabilité assourdissante, alors là, je trouve qu'on est aussi dans le côté je parle bien, j'écris bien, et puis en fait, à qui je m'adresse. Il poursuit en nous disant que l'école de la musique et des arts est aussi l'école de l'écoute pour mieux entendre le monde de l'autre. Oui, en quoi est-ce qu'une école de musique ou un cours en solfège ne répond pas à ça, en fait? Je trouve qu'on a un manque d'honnêteté intellectuelle, de raisonnement logique. En quoi est-ce que ce serait que les conservatoires qui pourraient fournir ça, tout simplement? Pour autant, le conservatoire a besoin de retrouver son souffle. Le souffle d'une mission d'envergure dans la société d'aujourd'hui. Bah, désolé, mais ça, c'est quand même très discours de politicien, quoi. C'est des grands mots avec lesquels on ne peut qu'être d'accord sur pas mal de plans. Il n'y a rien de concret, et à nouveau, on ne parle pas des élèves, en fait. On parle d'une mission, on parle de... Moi, je trouve que c'est assez édifiant, en fait, comme livre. Vraiment, quand je me réjouissais, je l'ai commandé en librairie, je me disais, waouh, enfin, quelqu'un qui va changer un petit peu la vision. Et là, non, le conservatoire est bien, mais il doit retrouver son souffle. Mais est-ce qu'il l'a déjà eu, son souffle, le conservatoire aussi? À quoi est-ce qu'on se réfère? Je voudrais savoir, je voudrais que l'auteur, il nous dise de quoi il nous parle quand il dit retrouver. Retrouver quoi? Son souffle, c'est abstrait. Alors, du coup, est-ce que c'est justement un discours décadent à nouveau où les conservateurs c'était fabuleux, ils ont perdu leur souffle? Il y a quelque chose d'incroyablement contradictoire en fait et lacunaire en même temps dans ces propos-là en fait. Un souffle qu'il retrouvera s'il se reconnecte à ce qu'il a malgré tout contribué à mettre de côté, le souffle de l'improvisation ludique, du plaisir, de jouer et de relier les uns aux autres, sans distinction de style, d'esthétique, de classe sociale, d'héritage culturel, mais aussi un sens de l'exigence, du sensible et du beau assumé par toutes et tous. Moi je trouve que du coup, c'est pareil, ça tient pas debout. Il dit qu'il doit retrouver ce qu'il a mis de côté. Oui, donc il l'a jamais eu. Le côté ludique, il n'y a jamais eu réellement dans le conservatoire. Et ensuite, en même temps, il est déjà en train de nous dire qu'il y a quand même un héritage culturel et une tradition à respecter. Donc, on est dans un discours qui est quand même vachement conservateur. Alors là, je vais quand même parcourir les 3 dernières pages, peut-être pas vous les lire en entier, si ça va risque de prendre du temps. Ainsi, les conservatoires démontrent leur nécessité évidente en réaffirmant une qualité pour le coup enviée dans le monde entier, celle d'un service public abordable et accessible à toutes et tous avec une formation artistique amateur et professionnalisante de qualité, encadrée par les diplômes délivrés dans un cadre certifié. Alors, je suis d'accord avec un aspect, c'est effectivement l'accessibilité financière des conservatoires en France. Maintenant, si je compare à la Suisse, c'est clair qu'il y a un monde de différence. C'est pas les mêmes systèmes aussi, c'est pas les mêmes contextes. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment qu'en France que ça coûte pas cher de faire de la musique? Est-ce qu'à ce point-là, il n'y a pas ça en Allemagne ou... Il nous a dit quelques pages avant qu'aux États-Unis, c'était plus accessible. Donc, pareil, c'est unique au monde. C'est un peu facile de l'affirmer en tant que certitude. Moi, j'aimerais qu'on me le démontre, qu'on me donne des données tangibles là-dessus. Et je retrouve aussi ce chauvinisme très français, quand même, de dire, oh là là, le niveau de nos conservatoires, il est formidable. Donc, moi, à ce stade, il reste 1 page et demie, j'ai l'impression que c'est une fausse remise en question, en fait. Et qu'à la limite, si quelqu'un veut prendre parti pour les conservatoires, au lieu de faire semblant de les remettre en question pour mieux les défendre, il faudrait peut-être assumer que le but, c'est de les défendre, en fait. Mais de l'assumer vraiment, en fait, de dire que c'est un plaidoyer pour les conservatoires. Peut-être c'est comme ça qu'il aurait fallu l'appeler. Plaidoyer pour les conservatoires. Listons tout ce qu'on trouve de bien, listons ce qu'on trouve qui doit évoluer, mais là... Alors là, pour terminer, il nous parle quand même du fait que les conservatoires vont devoir réussir une intégration, qu'il y a des réformes en cours. On ne comprend pas trop s'il dit que c'est bien ou pas, qu'il y a quelque chose de très harmonisé au niveau national et des épreuves qualifiantes. Il parle un petit peu de risques. Mais il dit que la réforme en cours est nécessaire et passionnante. Oui, alors c'est nécessaire, c'est clair, mais justement, est-ce qu'elle va avoir lieu? Et il n'a pas l'air de vouloir le réformer tant que ça, en fait, puisqu'il ne parle pas de supprimer le cours de solfège. Là aussi, alors je disais tout à l'heure que pour moi, si ce cours de solfège il tient tant que ça à la route, dans ce cas, il n'est pas obligatoire. S'il marche, ça va attirer les enfants tout seul. Or ça n'a pas été évoqué. Et ensuite, s'il pense que vraiment le solfège, il faut le laisser obligatoire, mais qu'il évolue suffisamment, c'est quoi les outils pour évaluer ça? Qu'est-ce qui va être fait pour évaluer ça? Dans ce cas, moi, j'attendrais que ça parle questionnaire aux élèves, aux familles, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes content?
Il pourrait y avoir des façons d'encourager et de vérifier que la créativité des élèves, elle est valorisée. Parce que dire non, non, mais c'est bon, on fait ce qu'il faut, bah non, on peut pas croire sur parole un système comme ça, dont on sait qu'il y a déjà eu tellement d'enfants et de familles vraiment insatisfaites de tout ça. Et bon, derrière, il nous dit donc une vigilance, un souffle nouveau et une curiosité qui doivent s'accompagner d'un leitmotiv. L'un n'empêche pas l'autre, le savoir n'empêche pas la connaissance. Ça ne veut pas dire grand-chose, désolé. Le populaire n'empêche pas le savant. Merci, c'est une façon de les opposer. En fait, je trouve un peu particulier parce que sous prétexte de dire l'un n'empêche pas l'autre, ben, en même temps, il y a une façon de nommer ces deux contraires, malgré tout. À ce moment-là, il faut qu'on nous parle d'un mot qui réunit tout ça. Et comme je dis, ça doit être le point de départ du livre, ça doit pas être la conclusion, en fait. L'oralité n'empêche pas l'écriture, l'académie n'empêche pas la spontanéité. Ben si. En fait, au contraire, il faudrait dire, il y a une certaine dose d'académisme qui empêche la spontanéité, bien sûr. Alors, ce serait intéressant de se demander à quel point, qu'est-ce qui permet de définir ça. Et donc, du coup, de se dire jusqu'à quel point est-ce qu'il faut tolérer de l'académisme. Mais bien sûr que si, que l'académie empêche la spontanéité. C'est évident, en fait. Donc je trouve que c'est quand même un peu de la mauvaise foi et de la langue de bois de dire des beaux discours comme ça, qui, si on s'y penche un peu en connaissance de cause, sonnent affreusement faux. L'improvisation n'empêche pas la composition. Bah oui, on n'a jamais dit que l'improviser empêchait de composer. Au contraire, c'est le point de départ. Souvent, Chopin, il improvisait et puis ça devenait ses œuvres. Donc là aussi, c'est une fausse opposition et donc c'est une façon de nous faire croire que ce discours réunirait des choses. Alors, ça n'a jamais été opposé, typiquement. Le risque n'empêche pas l'interprétation. Ça aussi, je suis désolée, c'est creux et ça veut rien dire. La tradition n'empêche pas l'expérimentation. Si, là aussi, on a le problème dans le milieu classique qu'il y a un tel souci du respect de la tradition que, bien sûr, ça empêche l'expérimentation. Et on le voit au quotidien dans les salles de cours et ce que vivent les élèves. Le patrimoine n'empêche pas le matrimoine. Ben si, aussi, jusqu'ici, on l'a bien vu. Ça l'empêche et donc il faut agir et c'est ce que font justement des initiatives pour faire redécouvrir les compositrices. Bref. Donc après, il dit remplacer n'empêche pas par a besoin d'eux et réciproquement et vous aurez de bons mantras pour l'avenir de nos conservatoires. Surtout celui-là, les conservatoires n'empêchent pas le plaisir de jouer. Bah si, statistiquement, cher monsieur Humbert, statistiquement, les conservatoires empêchent le plaisir de jouer. Ça ne veut pas dire que c'est à 100%, mais je pense que c'est à largement 50%, et je suis encore très très gentille en disant 50%. Donc pareil, cette question, au lieu d'affirmer que ça n'empêche pas, il faudrait reconnaître que ça empêche, et ça devrait être le point de départ de votre livre, et non pas la conclusion, qui à mon avis est de mauvaise foi. Et donc il ajoute, donc les conservatoires ont besoin du plaisir de jouer, mais c'est pas qu'ils en ont besoin, c'est qu'ils auraient la responsabilité de le favoriser. Donc là aussi, c'est pas du tout la question. Et il termine par cette phrase, les conservatoires au cœur d'un renouveau du plaisir et de l'exigence, le paradoxe est fertile toujours. Bon bah voilà, ça reste du discours intellectuel finalement. Moi, je trouve fou, il faudrait avoir une intelligence artificielle, un outil de recherche, il faudrait le livre en format numérique pour essayer de voir combien de fois le mot élève a été écrit dans ce livre. Je pense qu'on est à même pas 10 et le mot enfant, je ne l'ai pas vu. Et le mot enfance, je ne l'ai pas vu. Et je trouve qu'on est typiquement dans ce genre de propos malgré tout descendant. Donc, il fait semblant de critiquer et au final, c'est une espèce de discours très très creux en fait pour dire mais si, mais bien sûr qu'on en tient compte. Il y a un mélange très nébuleux entre oui bien sûr il faut retrouver son souffle et se réinventer, mais en même temps ça va très bien. Le conservatisme n'empêche pas, tralala, bah si, ça empêche. Et l'empêchement, ça pourrait être un thème de réflexion en fait à développer par la suite. C'est un mot que j'avais pas réalisé à ce point-là. Il y a un livre que j'avais lu, il parlait d'enfants empêchés de penser. C'est un très beau livre qui s'appelle L'enfant et la peur d'apprendre de Serge Boimard. Et ce mot empêchement, oui, il peut donner matière à réflexion. Donc voilà, moi je reste sur ma faim complètement avec ce livre. Je le trouve extrêmement pauvre en fait. Je trouve qu'il crée des fausses réflexions qui n'en sont pas vraiment.
On peut vouloir défendre les conservatoires, à ce moment-là, il faut l'assumer, mais dans ce cas, il ne faut pas faire semblant de vouloir les réinventer non plus, parce que dire qu'il faut un peu les réinventer, mais pas tant que ça, puisque ça va très bien, je ne vois pas l'intérêt d'écrire un livre pour ça, en fait. Je ne sais pas à qui il s'adresse ce livre. Pour moi, il s'adresse ni aux familles, aux parents, aux enfants, ni aux anciens élèves des conservatoires. Est-ce qu'il s'adresse vraiment aux profs? Pas vraiment. Donc, est-ce que c'est pas juste une façon de donner des petits arguments aux collègues directeurs de conservatoire et aux profs de solfège? Peut-être. Mais en fait, je me demande à qui il s'adresse. Je vois pas qui il peut toucher et ce que ça peut apporter et à qui finalement. J'ai l'impression qu'il est surtout fait pour se donner l'impression d'une remise en question en tant que directeur d'institution. Mais voilà, il dit que le conservatoire est jugé trop élitiste, mais il se mouille pas, donc est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il l'est pas? Il accuse les gens de juger les conservatoires comme élitistes, il définit pas ce que c'est que l'élitisme, il se positionne pas, je trouve que c'est vide d'arguments, c'est vide de données factuelles, c'est un peu gratuit comme propos au final, et donc ce que je disais à un moment donné, je trouve que c'est très orienté, en fait, on dirait que tout converge vers défendre les conservatoires à tout prix. Mais pareil, dans ce cas, ça doit être clairement l'âme du livre. Je veux défendre les conservatoires à tout prix et voilà tout ce que je trouve génial. Mais du coup, au lieu juste de parler vite fait de son parcours, à ce moment-là, ce serait peut-être bien de donner la parole à plein de gens qui ont adoré le conservatoire et à des enseignants à ce moment-là. Donc oui, moi je trouve que ce serait tout à fait légitime de vouloir défendre les conservatoires, de le faire clairement et d'aller interviewer des excellents profs de conservatoire parce qu'il y en a. Moi, j'ai pas connu un seul conservatoire où il n'y ait pas au moins deux, trois personnes qui sont super. Mais maintenant, justement, dans ce cas, il faut vraiment aller se demander à quoi tiennent les bonnes pédagogies. On peut défendre le solfège, pareil, en se référant aux quelques profs de solfège qui font ça super bien. Mais dans ce cas, il faut aller détailler ça. Alors, peut-être que malgré tout, on peut se dire oui, bon, ça c'est un format court. Oui, mais justement, s'il vous plaît, il faudrait dire l'essentiel là-dedans. Parce que là, le format court, c'est peut-être aussi un peu un prétexte à pas rentrer en profondeur, à pas rentrer en matière. Donc il y a un peu des grands mots, des grands discours qui paraissent profonds, qui à mon avis ne le sont pas quand on connaît le domaine. Et donc voilà, je trouve que c'est un livre pas très utile en fait. Euh, ça va que ça me prenait pas longtemps à lire, mais en tout cas, si on prend les questions qui peuvent émerger de ma frustration de cette lecture, après, il y aurait des choses à développer. Justement, moi, ça me donne vraiment plein d'idées, de thématiques, de vraies réflexions qu'on pourrait avoir, même si, voilà, on veut défendre les institutions, pourquoi pas, mais pas comme ça. Pour conclure aussi, peut-être juste une anecdote et un positionnement, ça m'arrive que des amis me demandent pour leurs enfants ce que je leur conseille de faire. Et moi, je leur dis pas que je déconseille le conservatoire en soi, mais qu'il faut trouver la bonne personne. Il faut aussi que l'enfant puisse choisir son instrument, ce qui est loin d'être une évidence. Mais que par contre, malgré tout, même en trouvant le bon instrument et la bonne personne, le solfège obligatoire, à mon avis, reste un gros problème. Donc voilà, il y a des gens bien dans toute institution, c'est clair. Par contre, je trouve que ces gens bien, justement, on leur donne souvent pas la marge d'action pour qu'ils s'épanouissent complètement. Et même eux sont souvent assez brimés pour apporter le meilleur à leurs élèves par rapport à tout ce qu'ils ont en tête. Et puis eux-mêmes sont aussi un peu bridés, justement, il y a des idées qu'ils n'auront même pas. Moi, je vois ce que je fais aujourd'hui avec mes élèves, j'aurais pas eu la plupart des idées de ce que je fais aujourd'hui si j'avais été dans une institution, si j'étais restée dans une institution, parce que j'ai quand même passé du temps en école de musique, j'ai fait beaucoup de remplacements au conservatoire, y compris des remplacements quand même, enfin un remplacement de longue durée où j'avais la charge d'une classe pendant 2 mois. C'est clair que sur le coup ça m'aurait paru génial d'avoir un poste au conservatoire. Moi-même j'avais beaucoup aimé mes études supérieures, donc je me serais dit pourquoi pas. Mais aujourd'hui je sais que tout ce que je peux faire de créatif et d'innovant n'aurait pas été possible en fait dans ce cadre-là. Donc là aussi, dans ce livre, nous faire croire que ça n'empêche pas d'innover, etc. Mais alors prouvez-le-nous en fait. Promettez-nous des choses en tant qu'enseignant. Promettez-nous qu'on pourra innover. Expliquez à ce moment-là au lecteur quelle est la marge d'action d'un prof de conservatoire, qu'est-ce qu'est un cadre et qu'est-ce qui n'est pas contenu dans le cadre et qui peut s'épanouir. Parce que sinon, ben, c'est réducteur, c'est gratuit, il manque en fait. Il manque beaucoup de choses là-dessous.